Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle on va s'intéresser à l'un des rois les plus célèbres en France. Il s'agit de Philippe II Auguste et on va s'intéresser à comment il va agrandir et moderniser l'administration de son royaume. Donc il s'agit d'une vidéo destinée surtout au 5e, mais qui peut intéresser de nombreux curieux. Donc introduction et c'est parti. Donc, dans un premier temps, il faut comprendre que Philippe Auguste est un enfant miracle. En effet, quand il va naître en 1165, c'est le premier garçon de Louis VII qui attend un héritier depuis près de 30 ans. Et c'est seulement à sa troisième épouse, sa troisième femme, qui va obtenir ce garçon. Et donc, Philippe Auguste est le fils de Louis VII, roi de France, et d'Adèle de Champagne. Retenez bien le nom de sa mère, ça va avoir son importance. Il est tellement attendu qu'on va lui donner le surnom de Dieudonné. Comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, sa mère s'appelle Adèle de Champagne. Elle est issue de la maison de Blois-Champagne. Il faut comprendre qu'à l'époque, le roi des Francs, que ce soit Louis VII ou après Philippe Auguste, est obligé de jouer au grand jeu de la politique intérieure. Et dès son jeune âge, Philippe est obligé de jouer à ce jeu-là, puisqu'il a une mère et une famille maternelle issue d'une des maisons les plus puissantes de France à l'époque, la maison de Blois-Champagne, qui dominait un peu la cour à cette époque. Sauf que rapidement, Philippe va délaisser un peu la famille de sa mère pour se rapprocher d'une autre famille, la famille des Flandres, notamment avec son parrain Philippe Ier de Flandre, et ce rapprochement va se concrétiser avec son mariage avec Isabelle de Hainaut. Donc vous doutez bien que la situation ne va pas plaire du tout à la famille de Blois-Champagne. On y reviendra plus tard. Donc Philippe Auguste, dès son jeune âge, baigne dans cet univers politique. D'autant plus que Louis VII, accablé par la maladie, va vite penser à associer son fils dès 1179 à la couronne, puis lui laisser le pouvoir le 28 juin 1180. Et Philippe va même devenir roi de façon assez précoce, puisque son père va mourir le 18 septembre 1180. Donc Philippe devient seul roi à 15 ans. C'est un accès au trône assez précoce. L'une des premières mesures qu'il va prendre, ça va être d'exclure les Juifs du royaume de France. Alors que son père avait été assez tolérant avec les Juifs, lui va décider de les exclure. Il faut s'intéresser à pourquoi il fait ça. En réalité, la question des Juifs l'intéresse assez peu. Par contre, ce qui l'intéresse, c'est l'argent qu'il possède. Et donc, en les excluant du royaume, il va pouvoir récupérer une partie de cet argent qui appartenait aux Juifs, et donc ça va lui permettre d'assainir les finances du royaume. Et donc ça montre que quand il arrive au pouvoir, le royaume de France n'a pas beaucoup d'argent. C'est ça qui est important à retenir. Petite anecdote, ça va être un des premiers à se faire appeler roi de France. Vous savez que la plupart des rois se faisaient appeler Francorum Rex, ce qui signifie roi des Francs. Philippe Auguste va être le premier roi à se faire aussi appeler roi de France. Donc il va utiliser les deux appellations. Par contre, son fils, un peu plus tard, va utiliser l'appellation de roi de France. On revient aux intrigues un peu à la Game of Thrones, avec les rivalités internes, puisque, comme je vous l'ai déjà dit, Philippe Auguste épouse Isabelle de Hainaut, donc de la maison de Flandre. Ça va pas plaire du tout à sa mère, Adèle de Champagne, mais aussi à tout le parti champenois, qui a l'impression de perdre son influence au profit de la maison de Flandre. Cependant, dès l'année suivante, en 1181, Philippe II va se brouiller avec le comte de Flandre, et donc, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'instabilité dans ce jeu d'alliance à l'intérieur même du pays. Il y a beaucoup de trahisons, il y a beaucoup de bouleversements, et donc Philippe Auguste, pendant tout son règne, va devoir jouer avec cet équilibre des pouvoirs à l'intérieur même de son pays. Si Philippe Auguste est rentré dans l'histoire, c'est surtout ce qu'il va agrandir de manière assez importante le royaume. À gauche, vous avez le royaume en 1181, au début de son règne. À droite, le royaume en 1223, à sa mort. Comme visiblement la légende s'est effacée, je vais vous l'expliquer. En bleu, c'est les territoires de la couronne d'Angleterre. En violet, c'est ce qu'on nomme le domaine royal, c'est-à-dire les territoires qui appartiennent directement au roi. En rose, c'est les territoires des vassaux du roi. Comme vous pouvez le voir, durant le règne de Philippe Auguste, la situation va énormément évoluer dans les trois catégories. On va dans un premier temps se demander comment il va agrandir son territoire. On peut diviser ça en trois grandes catégories. La première, c'est faire la guerre. Faire la guerre, c'est simple, quand vous remportez la victoire, vous pouvez récupérer des territoires. Le deuxième, c'est le mariage. Par mariage, vous pouvez récupérer des territoires. Ça va permettre notamment à de nombreux rois de France d'agrandir leur territoire par des mariages intéressés. Dernière catégorie, même si ça n'en est pas vraiment une, puisque j'ai tout regroupé dans ce qu'on appelle autres, il s'agit des autres moyens d'agrandir son territoire. Ça peut être par l'achat, donc on peut acheter un territoire à quelqu'un. Ça peut être aussi par confiscation, c'est-à-dire que le roi de France va confisquer à un vassal qui se comporte mal des territoires. Le dernier élément, c'est l'héritage. En effet, le roi de France va hériter de certains territoires, notamment par sa femme ou par son fils. Il va réclamer certains territoires lors de certains héritages. On verra notamment que Philippe Auguste utilisera ça durant la succession des Flandres. Philippe Auguste est connu notamment pour son affrontement énorme avec la famille Plantagenet.
La famille Plantagenet, c'est celle qui est à la tête de l'Angleterre à cette époque. En effet, comme on a pu le voir sur la carte précédemment, la famille Plantagenet possède d'énormes possessions en France, ce qui est une énorme menace pour le pouvoir royal. Philippe II va soutenir la révolte de Richard Cœur de Lion contre son père, Henri II, en espérant affaiblir le roi en place. Puis, quand Richard Cœur de Lion va devenir roi, il va soutenir Jean Santerre, son frère, pour créer encore une fois des intrigues. Donc, Philippe Auguste, durant tout son règne, va essayer d'affaiblir la famille Plantagenet. Donc, quand Jean Santerre récupère les territoires de son frère, Richard Cœur de Lion, Philippe estime que Jean Santerre devient son ennemi au niveau des Plantagenets. Philippe va trouver une excuse, une petite querelle, pour confisquer les terres de Jean Santerre en France, notamment la Normandie, le Maine, la Touraine et l'Anjou, en 1202. Jean Santerre, mécontent de la décision de Philippe Auguste, va former une coalition pour lutter contre Philippe II. La famille royale française va l'emporter puisque le prince Louis, le fils de Philippe, va battre le roi d'Angleterre en Anjou, tandis que le roi Philippe II va remporter l'une des plus célèbres victoires françaises, la bataille de Bouvines. Il va battre à la fois l'empereur allemand Othon IV et le comte Ferrand de Flandre de la fameuse Maison de Flandre. Et donc, grâce à ça, Philippe Auguste va asseoir son pouvoir à l'intérieur de son pays en récupérant notamment de nombreuses terres appartenant à la famille Plantagenet. Mais Philippe Auguste va aussi tenter de consolider ses conquêtes, notamment sur la période entre 1206 et 1212. Il va essayer de consolider ses conquêtes territoriales en affirmant son pouvoir sur certains territoires, notamment en Auvergne, puisque le comte d'Auvergne était quelqu'un d'assez indépendant. Il va même se permettre, le comte d'Auvergne, d'attaquer l'abbaye royale de Mozac, et Philippe Auguste va utiliser cette excuse pour lancer son armée à la conquête de l'Auvergne. Et donc, vous pouvez voir comment Philippe Auguste va asseoir son pouvoir. Ça va passer aussi par la succession, par l'héritage, notamment suite à la mort du comte de Flandre, qui va mourir sans descendance, et donc 3 personnes vont réclamer l'héritage. Baudouin, comte du Hainaut, Éléonore de Vermandois, et Philippe Auguste, notamment par le biais de sa femme pour son fils. Donc le roi va récupérer 4 territoires suite à la succession flamande. Il va encore renforcer son pouvoir, notamment au nord du royaume. Enfin, l'un des derniers territoires qu'il va récupérer, ça va être autour d'Albi. En effet, à partir de 1208, Philippe Auguste va soutenir la croisade contre les Albigeois, mais le mobile religieux est une excuse puisque le but, c'est de permettre aux seigneurs et aux rois de récupérer des territoires. C'est ce qui va d'ailleurs se dérouler après la mort de Philippe Auguste, puisque grâce à cette croisade, le domaine royal va être agrandi avec l'annexion d'Albi, de Carcassonne et de Béziers, et donc il va cette fois-ci renforcer le sud de son royaume. Et donc, vous comprenez mieux comment, par différents moyens, Philippe Auguste est passé d'un territoire enviolé sous son contrôle assez faible à un territoire enviolé beaucoup plus élevé, un territoire bleu qui a quasiment disparu, et surtout, on va voir que petit à petit, il va prendre le contrôle sur les grands seigneurs de son royaume, notamment en modernisant son empire. C'est ce qu'on va voir dans une deuxième partie, puisqu'en effet, comme vous pouvez le voir ici, quand Philippe Auguste prend le pouvoir, certains seigneurs ont plus de territoire que lui. C'est à peu près le cas du duché de Normandie, du duché de Bretagne, du duché d'Aquitaine, du comté de Toulouse, du duché de Bourgogne, du comte de Champagne. Tous ces territoires sont plus grands presque que le domaine royal. On va voir que Philippe Auguste va mettre en place une nouvelle structure administrative pour lui permettre de diriger plus efficacement et de façon plus directe son territoire, en reprenant le contrôle sur les grands seigneurs. Je vous rappelle que le roi ne dispose comme revenu que des impôts payés par les habitants présents dans le domaine royal, c'est-à-dire enviolés. Donc le roi finalement n'est pas forcément, au début du règne de Philippe Auguste, le seigneur le plus riche. Comment va-t-il moderniser son pouvoir? Philippe II organise l'administration du domaine royal, désormais agrandi, en y installant des baillis ou des sénéchaux dans l'ouest et le sud de la France. Le but, c'est de nommer des personnes qui vont représenter le roi sur place. Ils sont nommés par le roi pour s'occuper de la justice, des finances et de l'armée royale dans cette région. La grande différence, c'est que ces titres ne sont plus héréditaires. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes nommé, vous allez faire ce pourquoi vous êtes nommé. Cependant, à votre mort, votre pouvoir, votre titre revient au roi qui décide qui il va renommer à votre place. Grâce à ça, Philippe Auguste va casser le pouvoir des grands seigneurs puisqu'il va récupérer petit à petit la main sur son territoire. Une autre nouveauté, c'est que Philippe Auguste va fixer le pouvoir royal dans la ville de Paris. Avant, vous savez, les rois de France
se balader dans l'ensemble du domaine royal. Philippe Auguste, qui transforme Paris en sa capitale, va réaliser de nombreux travaux à l'intérieur de Paris pour améliorer la protection de la ville. Il va notamment améliorer les défenses de Paris. Il va transférer la foire Saint-Lazare au cœur de Paris. Il va faire paver les principales rues de Paris. Il va aussi créer l'université. Il va aussi assainir certains endroits de la capitale, notamment le cimetière des Saints Innocents. Il va vraiment procéder à une rénovation de Paris. Enfin, dernière action qu'il va mener pour moderniser son pouvoir, ça va être s'entourer de personnes compétentes. En effet, Philippe va former une véritable équipe dirigeante, cohérente, capable et efficace. Il va privilégier les compétences au centre. Le meilleur exemple de ça, c'est Guérin, qui va devenir chancelier de France. C'est à la base quelqu'un qui vient d'une petite famille. Il est chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. En 1201, il devient garde des Sceaux. En 1213, évêque de Senlis. Il va même participer à l'élaboration de la stratégie lors de la bataille de Bouvines. Et en 1223, il obtient le titre de chancelier de France, alors même que ça fait plusieurs années qu'il gère avec Philippe Auguste le royaume. C'est un peu, en 1223, la consécration. Donc, on en arrive sur la fin du règne de Philippe Auguste. Il va arrêter les conquêtes par les armes, il va se contenter de faire de la politique intérieure, il va essayer notamment de profiter des successions problématiques, notamment en Champagne. Autre point, vous vous souvenez au début, on a dit qu'il a exclu les Juifs pour récupérer leur argent, parce que le royaume était en difficulté financière. Quand il arrive à la fin de son règne, on estime chaque année que le trésor royal est excédentaire de 25 000 livres. C'est-à-dire que chaque année, le roi gagne 25 000 livres en plus que ce qu'il dépense. Il va rédiger son testament en septembre 1222, 10 mois avant de mourir. Philippe Auguste trouve la mort à la suite d'un voyage, puisqu'il va quitter Passy, dans ce qu'on appellerait aujourd'hui la banlieue parisienne, pour rejoindre le centre de Paris. Malheureusement, il ne va pas supporter le voyage. Il va mourir à l'âge de 57 ans, le 14 juillet 1223, après plus de 40 ans de règne. Son règne et ses actions lui permettent de rentrer dans la postérité. Son corps est amené à Paris et ses funérailles sont rapidement organisées à Saint-Denis, en présence des grands du royaume, mais aussi pour la première fois, son corps va être exposé avec les équipements du roi de France, qu'on appelle les régalias, aux yeux de tous. C'est la première vraie mise en scène de la mort d'un souverain français. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou un pouce bleu si vous avez appris des choses. À bientôt.